Cervelle éparpillée, doigts coupés, jambes arrachées ou calcinées, corps éventrés ou défigurés. Comme le rapporte la police, la scène du crime est d'une violence inouïe, sans précédent pour l'époque. On va revenir aujourd'hui sur un attentat qui a frappé l'un des hommes les plus puissants de France. Bonjour, c'est le chronologiste. Retour en 1800, plus précisément le 24 décembre. Nous sommes à la veille de Noël, c'est donc le réveillon et Paris prend des airs de fête. Mais tout bascule quand le premier consul Bonaparte se rend à l'Opéra. Il est alors visé par une terrible explosion à 2 pas du Louvre. L'attentat de la rue Saint-Nicaise, ça ne vous parle peut-être pas, mais ce lieu a été le théâtre d'une attaque qui a défrayé les chroniques. Aujourd'hui, de la rue, il ne reste rien. Elle sera détruite quelques décennies plus tard. Ce soir du 3 niveaux en 9, d'après le calendrier républicain, soit le 24 décembre, se produit au théâtre de l'Opéra Joseph Haydn, le compositeur autrichien, et joue la création relatant de la genèse de l'univers. Aujourd'hui disparu, l'édifice se trouvait à l'emplacement de l'actuel square Louvois, rue de Richelieu. Dans les artères de la capitale, l'ambiance est chaleureuse, malgré le froid et l'éclairage sommaire, les Parisiens sont à la fête. Sur les rues pavées, ils déambulent place à la main, élégamment vêtus, ils se préparent à se mettre à table pour réveillonner et passer une douce soirée. Joséphine, l'épouse de Bonaparte, souhaite absolument se rendre à la séance. Épuisé, le premier consul se laisse convaincre à contre-cœur. Tous deux montent alors dans leur fiacre. Il est aux alentours de 20 h quand le convoi accompagné de cavaliers quitte la cour des Tuileries. Napoléon tombe dans les bras de Morphée, il s'endort. Le véhicule circule à vive allure, les riverains ne restent pas indifférents au claquement des roues et des sabots des animaux sur le sol. De la cour des Tuileries, il rejoint la place du Carrousel avant d'emprunter la rue Saint-Nicaise. Au milieu de la chaussée, une jeune fille tient la bride d'un cheval attelé à une charrette. C'est là que tout va basculer. Le trajet est court, moins d'1 kilomètre, mais il suffit d'une poignée d'hommes s'opposant au consul pour créer un cataclysme dans la ville. Le convoi est victime d'une bombe. D'une seconde à l'autre, soudainement, les cris, les scènes de panique s'emparent du premier arrondissement. La déflagration est colossale, cependant Napoléon a une bonne étoile qui veille sur lui. Seules les vitres de son carrosse sont brisées par le choc. Autour de lui, le chaos, les maisons sont soufflées, les corps éventrés. La fillette n'a pas survécu, ses restes sont retrouvés éparpillés au milieu de la rue. L'attentat fait la une de la presse. L'incident est surnommé comme étant une conspiration de la machine infernale. Il fait référence à un conflit du XVIe siècle, reprenant une technique similaire. Un baril rempli de poudre à canon et d'objets en métal, ne restait plus qu'à allumer la mèche et boum, des milliers de projectiles. Rapidement, l'enquête avance, les premiers suspects de l'attaque sont approchés. La piste de la conjuration royaliste, c'est-à-dire le projet de renverser le pouvoir par un groupe d'individus, est privilégié. L'objectif est d'assassiner Bonaparte, qui a de nombreux pouvoirs depuis son coup d'état du 9 novembre 1799. Nous sommes en 1800, Bonaparte devient le premier consul avec son coup d'état, c'est le début du consulat. Il va ainsi s'octroyer la constitution du corps législatif, du pouvoir exécutif et va créer des institutions. Certaines existent encore, en somme remettre le pays en ordre. Ces actions sont saluées par la population. Mais évidemment, Bonaparte ne fait pas l'unanimité, tout le monde n'est pas d'accord avec ses choix et ses pleins pouvoirs. Des citoyens se réunissent, ils forment des groupuscules afin de l'assassiner. L'attentat de la rue Saint-Nicaise n'est qu'une énième tentative pour atteindre leur objectif macabre. Ces conspirations, ces formations rêvant de renverser le pouvoir en place sont généralement les royalistes ou les jacobins. Les premiers sont partisans du roi, les seconds sont désireux d'une république démocratique et sociale. Ce sont de véritables révolutionnaires, mais qui a donc tenté d'ôter la vie à Napoléon ? Suite à l'attaque où il a failli perdre la vie, le consul Napoléon décide de faire arrêter certains jacobins. Dans le même temps, son ministre de la police, Joseph Fouché,
pense plutôt que les responsables sont des royalistes bretons, les Chouans. Deux visions s'opposent alors. L'enquête commence rue Saint-Nicaise. La police procède à des investigations modernes et inédites pour l'époque. Les agents recueillent les débris de l'engin explosif et questionnent le voisinage. Des portraits sont établis et diffusés. Ils remontent ainsi une quinzaine de jours après les faits jusqu'au coupable. Parmi eux, François-Joseph Carbon, surnommé le Petit François. Il est chef de Chouan, avec lui un certain Limoëlan et Saint-Régent. L'œuvre de cette attaque envers Bonaparte est bel et bien à l'initiative des Bretons. Le ministre Fouché avait raison, il a su déployer un travail conséquent pour parvenir à cette conclusion. Leur procès débute le 30 mars 1801, mais Limoëlan n'y assistera pas, ayant pris la poudre d'escampette. Tous ces exécuteurs ont suivi le plan d'un seul homme, Georges Cadoudal, à la tête de l'armée catholique et royale de Bretagne. Il va planifier l'exécution du consul à Paris en ce 24 décembre 1800. La procédure judiciaire permettra d'éclaircir le rôle et l'implication de chacun dans l'attentat. Carbon a fabriqué la bombe et a stationné la carriole. Limoëlan a lancé le signal pour allumer la mèche de l'explosif. Et Saint-Régent a donné 12 sous à Mariale Pessol, la fille âgée de 14 ans, pour garder la charrette. La justice a tranché. François-Joseph Carbon et Guillaume Robineau de Saint-Régent sont condamnés à mort. Ils seront exécutés en place de Grève, le 1er Floréal en 9, soit le 21 avril 1801. La foule s'est déplacée en nombre pour voir ce spectacle. La lame aiguisée de la guillotine leur coupera la tête de manière nette et précise. Napoléon, malgré les preuves et la condamnation en justice, ne reviendra pas sur sa première intuition. Les Jacobins ne seront pas libérés, ils seront également exécuté. Cela lui permettra ainsi de ne plus avoir de bâton dans les roues. Quant au ministre de la police, Joseph Fouché, qui était en opposition, il est évincé. Finalement, l'attentat est raté pour les Chouans. L'objectif n'est pas atteint. Bonaparte est sonné, mais indemne. Le consul se croyait dans un mauvais rêve. Après la déflagration, il se rend à l'opéra. À cause d'une communication imparfaite, la mèche a été allumée trop tard. Son convoi avait déjà dépassé la cargaison explosive. Néanmoins, le quartier de la rue Saint-Nicaise est ravagé. Le souffle a causé de nombreuses victimes et des dégâts importants au bâtiment. 22 personnes sont décédées et plusieurs dizaines ont été blessées dans cette offensive. Mais ce bilan est difficile à établir. Selon les sources, les chiffres diffèrent. L'indignation est absolue autant chez la police que chez les riverains. Les victimes sont touchées par des lésions dignes de la guerre qui frappera un siècle plus tard. L'utilisation de cet engin explosif permet aux auteurs des faits de tuer à distance en évitant le corps à corps, ce qui lèverait le voile sur leur identité. Aujourd'hui, la rue Saint-Nicaise, seul témoin de l'attaque, n'existe plus. Le quartier a été réaménagé au profit du prolongement de la rue de Rivoli. Pour les férus d'histoire, le lieu de l'explosion se situe approximativement au 161 rue Saint-Honoré où se trouvait un ancien hospice pour aveugles. Voilà, vous savez désormais tout sur l'attentat de la rue Saint-Nicaise qui a failli coûter la vie à Napoléon le soir de Noël. N'hésitez pas à partager cette histoire, à vous abonner et à liker. C'était le Chronologiste, à très vite.